Merci donc, mille merci donc à tous les deux pour l'organisation de ce séminaire qui m'offre de faire ce que je ne prends pas suffisamment le temps de faire, c'est-à-dire de venir vous présenter nos travaux. Alors je vous rassure tout de suite, je ne parle pas de nos travaux en raison d'une haute considération de ma personne, mais parce que je suis un petit peu ici l'ambassadrice de l'Université Saint-Louis et de l'équipe de recherche avec laquelle j'ai réalisé ces différents travaux. Et en fait, la recherche collective sur les sources du droit revisité que je vais vous présenter aujourd'hui s'inscrit elle-même dans une histoire collective qui est beaucoup plus large et qui s'écrit à l'Université Saint-Louis de Bruxelles et dont témoigne du reste de l'intitulé que j'ai retenu pour ce séminaire, de la pyramide au réseau et vice-versa, le soft law en matière de droits fondamentaux. La première partie du titre, de la pyramide au réseau, est empruntée à l'une des contributions que j'ai eu l'occasion de rédiger dans le cadre de l'ouvrage collectif sur les sources du droit et qui elle-même entendait rendre justice à l'affiliation qu'elle entretient avec un ouvrage majeur qui a été rédigé par deux piliers de notre université, à savoir Michel van de Kerkhove et François Host. Alors, cet ouvrage que vous connaissez très probablement s'intitule « De la pyramide au réseau pour une théorie dialectique du droit ». J'en rappelle juste très brièvement l'idée maîtresse, qui est en gros, si vous voulez, de dire que le modèle hiérarchique, le modèle étatiste, le modèle positiviste est désormais en crise et concurrencé par le modèle du droit en réseau, qui lui cultive les valeurs de pluralisme, les valeurs de souplesse, sans cependant que parmi les points qui composent ce réseau, aucun ne soit privilégié par rapport à un autre. Alors pour autant, et ça c'est important de le rappeler, pour autant le réseau n'est pas exempt de résidus importants du modèle pyramidal et c'est précisément tout le sens du point d'interrogation que Michel van de Kerkhove et François Host ont pris le soin de mettre dans leur intitulé « De la pyramide au réseau, point d'interrogation » et auquel fait lui-même écho le titre de mon exposé « De la pyramide au réseau, vice-versa, point d'interrogation ». La deuxième partie de l'intitulé de mon exposé, le soft law en matière de droits fondamentaux, rétrécit l'angle d'approche privilégié en ancrant la réflexion collective sur les sources du droit dans le domaine spécifique des droits fondamentaux et se situe, ce faisant, à la croisée de mes axes de recherche, puisque jusqu'à présent, j'ai essentiellement travaillé sur la justiciabilité des droits sociaux. Alors je précise que postérieurement à la recherche collective sur les sources du droit revisité qui a été publiée en 2012, j'ai continué à explorer la thématique du soft law en matière de droits fondamentaux, essentiellement en duo, tantôt avec Sébastien Van Roggenbroek, tantôt avec Hugues Dumont. Et dans le cadre de l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter de manière assez large et assez succincte également la recherche collective sur les sources du droit, qui est à l'origine de l'invitation qui me vaut d'être ici. Puis je me concentrerai dans un second temps sur le soft law en matière de droits fondamentaux. Et enfin, je terminerai en vous soumettant les dernières idées que Dumont et moi avons couchées par écrit cet été sur la question des droits fondamentaux et de la souveraineté, avec l'angle d'approche particulier du soft law. Je commence sans plus attendre avec l'ouvrage collectif sur les sources du droit revisité. Cet ouvrage collectif est le résultat d'une activité scientifique qui a mobilisé l'essentiel des forces vives de la faculté de droit de l'Université Saint-Louis sous l'égide de deux centres de recherche. D'une part, le SIEJ, le séminaire interdisciplinaire d'études juridiques. C'est un séminaire qui a été créé à l'époque par Michel van de Kerkhove et qui est actuellement dirigé essentiellement par Antoine Bayeux, Hugues Dumont et François Host. Et puis deuxième centre de recherche qui a piloté la recherche collective sur les sources du droit revisité, c'est le CIRC. Alors le CIRC, c'est bien un centre de recherche, c'est le Centre interdisciplinaire de recherche constitutionnelle auquel Hugues Dumont, Sébastien Van Roggenbroek et moi-même appartenons par ailleurs. Cette recherche collective sur les sources du droit, qui compte 4 volumes, et j'en ai amené 2 ici simplement, fut également très riche dans la mesure où elle a associé un certain nombre de collègues venus de l'extérieur de l'université, et fort heureusement je dirais, notamment des collègues du centre Perelman de l'ULB, que Ludovic connaît bien, mais également des collègues venus d'universités étrangères. Je songe en particulier à Catherine Thibierge, à Jacques Chevalier,
à Pierre Brunet, à également Alain Papot, Pascal Demier ou encore Véronique Champaille-Desplat. Donc c'était vraiment très large et ce fut très enrichissant de ce point de vue-là. Question que vous vous posez sans doute, pourquoi en 2009 avoir décidé de revisiter les sources du droit, qui est somme toute un sujet relativement classique? Alors, en fait, ce projet, il a une double origine. En 2009, c'est le moment où Sébastien Van Roggenbroek et moi-même, on a repris la succession du cours de sources et principes du droit, qui, si vous voulez, correspond au gros cours d'introduction au droit qui est dispensé aux étudiants de première année. Et certains collègues, qui ont une vision très noble, je dirais, de l'intérêt général, se sont dit à l'époque, on va booster la reprise de ce cours en permettant une réappropriation collective de la notion de source du droit. Évidemment, Sébastien et moi, qui étions co-titulaires et qui sommes toujours co-titulaires de ce cours de sources et principes du droit, on était enchantés de cette initiative, d'autant que dès le départ, on avait pris le parti d'enseigner à nos étudiants la notion de soft law, et on était de plus en plus confrontés à d'excellentes questions des étudiants, mais qui nous plaçaient dans une situation de plus en plus inconfortable pour y répondre, à défaut précisément de pouvoir nous adosser à une recherche scientifique solide en arrière-fond. Et c'est comme ça que, si vous voulez, en 2009, l'entreprise a été lancée sur le modèle traditionnel des séminaires du SIEJ, du séminaire interdisciplinaire d'études juridiques, c'est-à-dire un cycle de 3 ans au cours duquel se sont tenus des séminaires où furent présentés les différents textes qui ont abouti à l'ouvrage collectif, où furent débattus ces textes également. Et au bout des 3 ans, on en est arrivé à la publication de 4 tomes qui font la recherche collective sur les sources du droit et également à 4 colloques, dont un qui a très étroitement associé les étudiants pour faire ce qu'on ne fait pas suffisamment à notre estime, le lien entre l'enseignement et la recherche, qui fait quand même la spécificité de l'enseignement universitaire. Alors l'approche qui a été privilégiée dans cette recherche collective sur les sources du droit revisité est sans surprise, je dis sans surprise parce que c'est la marque de fabrique du SIEJ et du CIRC, celle de la théorie interdisciplinaire du droit. Même si, évidemment, compte tenu du thème choisi, les sources du droit, la dimension interdisciplinaire était sans doute moins présente, moins exploitée dans cette thématique sur les sources que dans d'autres thématiques du SIEJ. La théorie interdisciplinaire du droit, c'est une théorie qui a été élaborée par Michel van de Kerkhove et François Host et qui, je le résume très brièvement, entend analyser le phénomène juridique en prenant en compte le point de vue interne des juristes, mais en le complétant d'un regard externe sur le droit, enrichi de l'apport d'autres disciplines. Alors c'est une théorie qui prend, et c'est important de le rappeler dans le cadre de cet exposé, c'est une théorie qui prend dûment en compte des notions telles que les notions d'ordre juridique, de source du droit, de souveraineté, mais qui leur imprime en retour la marque d'une démarche critique qui conduit à relativiser ces notions. Pour que vous saisissiez bien l'angle d'approche adopté, je fais un petit pas de côté pour la situer par rapport à la théorie du droit global, développée par le centre Perelman de l'Université libre de Bruxelles et à laquelle, je suppose, vous êtes sans doute familiarisé par Ludovic Henbel, qui, dans son récent et magistral traité de droit international sur les droits de l'homme, se revendique du reste expressément de cette approche. Alors, tel que je l'aperçois moi, tu me diras si je me plante sur le sujet, la théorie du droit global se tient délibérément à l'écart du point de vue interne pour inviter le juriste à s'aventurer hors de la pyramide du droit, à la recherche et à l'écoute de normativités concurrentes. Dans la perspective qu'il adopte, Benoît Friedman, qui dirige le centre Perelman à Bruxelles, dit explicitement évincer de son champ d'analyse un certain nombre de concepts, comme ceux d'ordre juridique, de souveraineté ou encore de source du droit. En ce qui me concerne, je trouve cette théorie très intéressante, précisément en raison du décentrement qu'elle implique. C'est une théorie qui force le juriste à sortir de ses zones de confort. Et alors, pour le coup, j'en sais quelque chose parce que j'ai travaillé avec Benoît Friedman au printemps dernier dans le cadre des travaux de l'association Capitan sur la mondialisation et les sources du droit. Et je suis alors, pour le coup, très fort sortie de mes zones de confort. Je m'en rappelle encore, même si ça a été une expérience tout à fait enrichissante. Tout ça pour vous dire ici que dans la recherche sur les sources du droit revisité,
l'angle d'approche qu'on a privilégié est quelque peu différent de celui qui est privilégié par l'approche du droit global. En ce sens qu'on n'a pas eu comme objectif principal de scruter les normativités concurrentes. Je dirais que ce qu'on avait essentiellement en ligne de mire, c'est la volonté de penser, de réfléchir l'articulation entre le point de vue interne des juristes et l'émergence de nouvelles sources pour apprécier la mesure dans laquelle les sources classiques du droit s'ouvrent à ces sources émergentes et à quel coût, et voir en retour les secousses que la pyramide normative imprime au réseau et aux nouvelles sources émergentes. Alors, dès l'entame de cette recherche collective sur les sources du droit revisité, 2 textes ont été publiés dans la RIEJ, qui est la revue du séminaire interdisciplinaire d'études juridiques, et qui avaient pour vocation de proposer aux différents auteurs des instruments théoriques dont la fécondité devait précisément être testée à l'épreuve des sources du droit contemporain. Il y a un texte qui a été rédigé par Philippe Gérard sur la notion de règle de reconnaissance de Hart, et le deuxième texte, j'en avais pris l'initiative, et il portait plus spécifiquement sur les notions de source du droit, de soft law et de force normative, parce qu'à l'époque où on a lancé la recherche sur les sources du droit revisité, l'ouvrage dirigé par Catherine Thibierge sur la force normative venait de paraître. Et donc ça nous paraissait important de nous situer par rapport à ce concept. Je précise d'emblée également qu'avec ces 2 textes qui ont servi de balise pour la recherche collective, l'idée n'était évidemment pas de venir brider l'imagination et la liberté scientifique des différents auteurs. L'idée, au contraire, était d'assurer un fil rouge, si vous voulez, dans la recherche collective et s'assurer que quand un auteur utilisait une étiquette, il visait bien la même réalité juridique. Autrement dit, je suis tout sauf fan des querelles conceptuelles et la seule chose qu'on a voulu éviter avec ces balises conceptuelles, c'est le dialogue de sourds. Alors, en termes de structure, les 3 premiers volumes obéissent à une structure de type pyramidal. Le volume 1 que j'ai pris ici portait sur les normes internationales et constitutionnelles. Un deuxième volume portait sur les niveaux législatifs et réglementaires et sur les fonctions administratives, juridictionnelles et contractuelles. Et un 3e volume portait sur les normativités concurrentes. On n'est pas à Saint-Louis pour rien, et donc quand bien même ces 3 premiers volumes adoptaient une structure de type pyramidal, les études qu'elles contiennent ont, à bien des égards, relevé les bougées de la pyramide et la pertinence du modèle en réseau, comme on l'a rappelé dans l'introduction de ces 3 volumes. Et puis il y a un 4e volume, que j'ai pris ici également, et ce 4e volume est davantage axé sur la théorie du droit. Il s'intitule du reste « Théorie des sources du droit ». Et c'est ici un volume qui obéit à une structure distincte des 3 premiers volumes, une structure qui lui est propre. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'au moment où les auteurs du 4e volume se sont emparés de cette réflexion davantage ancrée dans une théorie du droit, ils étaient pour la plupart avertis des contributions qui constituaient les 3 premiers volumes, parce qu'ils les avaient reçues, parce qu'ils les avaient lues, et que c'est en s'appuyant sur ces analyses de droit positif essentiellement, qui avaient du reste été rédigées par des académiques qui avaient souvent la double casquette à la fois de professeurs à l'université, mais également de praticiens. C'est en étant avertis de ces différentes contributions qu'ils ont rédigé leur propre texte, toujours dans cette perspective d'articuler le point de vue interne et un point de vue plus externe. Et donc, on a dans ce 4e volume des concepts de théorie du droit qui s'appuient sur les 3 premiers volumes, qui, eux, analysent à chaque fois un acte juridique plus spécifique, que ce soit un acte juridique de type classique, comme la loi, comme le règlement, ou encore comme la convention collective de travail, ou bien que ce soit des actes juridiques plus neufs, comme par exemple les codes de conduite, les principes d'économie sociale, ou encore les accords conclus par les partenaires sociaux au niveau de l'Union européenne. Ça, c'est pour une carte d'identité très générale et très sommaire de la recherche collective sur les sources du droit. Alors, je restreins à présent mon angle d'approche pour en revenir à l'intitulé de ma présentation d'aujourd'hui, de la pyramide au réseau et vice-versa, le soft law en matière de droits fondamentaux. Dans le cadre de la recherche collective sur les sources du droit revisité, j'avais tenté
il n'y avait rien d'original à ça parce que je m'inscrivais à la suite de beaucoup d'autres, une typologie des différentes manifestations du soft law avant d'envisager les différentes manières pour l'ordre juridique étatique d'accueillir ces manifestations du soft law. Alors en invitant les différents auteurs à passer les actes étudiés au filtre de cette typologie, j'avais à l'origine un objectif bien déterminé en tête, qui s'est avéré très illusoire, qui était de déterminer si le soft law faisait l'objet d'une prise en compte différenciée par les organes de contrôle en fonction du type de soft law considéré et de la nature du contrôle exercé, préventif ou curatif, international, européen ou national. C'était une intuition, peut-être une mauvaise intuition, que Sébastien et moi on avait eue autour d'un café un midi, et on s'était dit, ça vaut au moins le coup de l'attester, ce qu'on a fait. Alors, pour cette typologie, mon point de départ avait été, je dis mon point de départ, mais c'est notre point de départ, parce que c'est une recherche qui est vraiment en lien avec l'enseignement qu'on dispense, Sébastien et moi, et dans notre syllabus de Sources et principes du droit, on utilisait la définition du dictionnaire de droit international public, et donc tout naturellement, dans la contribution sur le soft law, j'ai repris la définition du dictionnaire de droit international public dirigé par Jean Salmon, que tu reprends du reste dans ton traité sur le droit international des droits de l'homme également. Alors, petite précision peut-être, c'est qu'en Belgique, sans doute en raison d'un sentiment national qu'on pourrait qualifier de peu affirmé, le réflexe d'aller puiser dans les ressources internationales est quasi naturel. Donc il n'y a rien de très original à ce que des enseignants, à ce que des académiques en Belgique aillent chercher une définition du soft law en droit international. Pour nous, c'est quasi un réflexe naturel. Alors, cette définition, elle est la suivante. Il s'agit, selon les termes du dictionnaire de droit international public, en ce qui concerne le soft law, de règles dont la valeur normative est limitée, soit, c'est la première hypothèse, parce que les instruments qui les contiennent ne seraient pas juridiquement obligatoires, soit, et c'est la seconde hypothèse visée par la définition, parce que les dispositions en cause, bien que figurant dans un instrument contraignant, ne créerait pas d'obligations de droit positif ou ne créerait que des obligations peu contraignantes. Comme vous le voyez, je vais revenir sur ces deux hypothèses, c'est une prémisse qui se voulait délibérément très large, puisque sous un même label, celui de soft law, elle réunit deux réalités distinctes, pour faire court, soft dans le contenant et soft dans le contenu. De manière peut-être un peu étonnante, parce que ce n'est pas le sens qu'on lui confère le plus traditionnellement, je vais commencer par m'appesantir brièvement sur le soft law au niveau du contenu. Et je commence par là pour mieux l'écarter par la suite. Alors, ce soft law au niveau du contenu, on l'avait qualifié dans la recherche collective de soft law intralégislatif, le préfixe intra étant précisément destiné à indiquer que la souplesse du droit se loge dans son contenu. Autrement dit, sous ce terme, on visait les normes qui, en dépit de l'instrument contraignant qui les porte, présentent une force normative affaiblie en raison de l'indétermination de leur contenu. Exemple parmi d'autres de ce soft law intralégislatif, ce sont les dispositions constitutionnelles qui, en droit belge, consacrent le droit à un développement durable ou encore les droits sociaux et le droit à la protection d'un environnement sain. Au départ, dans cette catégorie de soft law intralégislatif, je voyais un double mérite. Cette catégorie m'avait séduite pour deux raisons. Premièrement, ça permettait de rendre compte de la gradualité du droit positif en termes de contenu, même si évidemment la densité d'une norme est susceptible d'évoluer avec le temps. À nouveau, pour prendre un exemple que j'ai déjà cité, il est clair que la jurisprudence belge, en tout cas, a contribué à intensifier la force normative de l'article de la Constitution belge qui consacre les droits sociaux et le droit à la protection d'un environnement sain, en reconnaissant ce qu'en droit belge on appelle l'existence d'une obligation de standstill, que vous connaissez mieux sous le nom de principe de non-régression ou d'effet cliquet, et qui a pour vocation d'interdire aux législateurs, sauf motif d'intérêt général, de revenir sur le niveau de protection qu'il a conféré à un droit social ou au droit à la protection d'un environnement sain. Ça, c'était le premier motif donc, que je voyais dans la catégorie de soft law intralégislatif, c'était de rendre compte de la gradualité du droit positif. Deuxième motif,
c'est que la notion avait pour elle de faire écho à la jurisprudence du Conseil constitutionnel français, qui subordonne la validité du hard law à certains standards liés à la qualité de la loi, comme les principes de clarté et de normativité de la loi. Alors, dans la recherche collective, il y a 2 contributions, de mon point de vue inédites, en tout cas en droit belge, qui portent sur cette notion de soft law intralégislatif. Une contribution qui a été rédigée par Marc Verdussen et par Charles Hubert Born, et l'autre contribution qui a été rédigée par Xavier Delgrange et Luc Detroux. Et les auteurs qui ont travaillé sur cette notion ont en commun d'avoir considérablement élargi la notion, convaincus qu'ils étaient que la source d'affaiblissement de la force normative du hard law ne tient pas forcément à une indétermination du contenu de la norme. Et je dois dire que le propos est convaincant, m'a en tout cas convaincu, à tel point qu'il m'a conduit à me départir de cette largesse de la définition, partant de principe que qui trop embrasse mal étreint. Du reste, les contributions des auteurs que j'ai cités il y a un instant ont également mis en lumière, de manière beaucoup plus détaillée et appuyée que ce que je vais vous dire dans un instant, que la jurisprudence du Conseil constitutionnel français apparaissait largement critiquable, en tous les cas sur un plan strictement juridique. C'est un peu comme si la multiplication des phénomènes de régulation souple se payait au prix d'un renforcement des fictions de la théorie de l'acte clair, bannissant toute interprétation. À Saint-Louis, qui n'aime pas vraiment la théorie de l'acte clair, il était évidemment de bon ton de s'en écarter. Alors bref, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il était plus fécond de rendre compte de la gradualité du hard law au départ de la théorie des 3 cercles de la validité, légalité, effectivité, légitimité, également propre à Michel van de Kerkhove et François Host, ou bien d'en rendre compte au départ du concept de la force normative, développé notamment par Catherine Thibierge. Sans mobiliser donc, pour rendre compte de cette gradualité, la qualification du soft law intralégislatif, qui, du reste, pourrait avoir l'effet pervers de disqualifier, du point de vue juridique, les règles auxquelles on la colle. Et par ces temps-ci, les droits sociaux, pour ne prendre que cet exemple, n'ont vraiment pas besoin de ça, je pense, mais là je suis sur un point de vue beaucoup plus idéologique que strictement juridique. Alors, j'en viens maintenant, après avoir écarté la première partie de la définition de Jean Salmon, en tous les cas pour le droit interne, j'en viens à la deuxième partie de la définition que je conserve et à laquelle je limite désormais la notion de soft law, les instruments normatifs qui sont non juridiquement contraignants, autrement dit, soft au niveau du contenant. Cette deuxième catégorie d'actes fédère elle-même une quantité d'actes qui n'autorisent presque aucune comparaison entre eux, tant sont multiples leurs auteurs, les objectifs qu'ils poursuivent et les effets qu'ils produisent. Raison pour laquelle très vite, j'ai pris le parti de décliner cette catégorie des actes juridiquement non contraignants en soft law paralégislatif et périlégislatif. Soft law paralégislatif, comme le préfixe l'indique, para signifie à la fois contre et à côté de en grec, entendait rendre compte d'une série d'actes non juridiquement contraignants qui se développent, si pas contre, en tout cas, au moins en concurrence par rapport au droit positif étatique. Autrement dit, et pour reprendre la citation d'un auteur, le soft law paralégislatif désignerait le produit final et non seulement une étape ou une phase intermédiaire dans le cycle de la vie du droit. L'exemple typique qu'on pourrait donner à cet égard, ce sont les codes de conduite, sachant évidemment que cette notion recouvre elle-même des significations tout à fait multiples. Soft law paralégislatif et à côté soft law périlégislatif. Le soft law périlégislatif présentant pour sa part comme caractéristique de se déployer dans l'environnement, d'où le préfixe péri, du droit positif en vigueur, avec lequel il entretiendrait 4 types de rapports qui constituaient autant de sous-catégories du soft law périlégislatif. Première sous-catégorie, le droit recommandé. Le droit recommandé, c'est un droit en gestation, trop jeune encore pour avoir tous les attributs de la force de la maturité. On peut citer par exemple comme illustration du droit recommandé les livres verts et les livres blancs de la Commission européenne. Et Nicolas de Sadler, dans la recherche collective, en discute.
Deuxième catégorie du soft law périlégislatif, ce serait le droit proposé. Alors le droit proposé, lui, il offrirait au législateur de couler dans les formes de droit positif le modèle prêt à l'emploi qu'il soumet. Exemple, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au moment de sa proclamation à Nice par le Conseil européen. Troisième sous-catégorie de soft law périlégislatif, le hard law en puissance. Alors cette fois-ci, là, on est entré dans le processus d'élaboration d'une norme, mais ce processus n'a pas encore été mené à son terme. Songez à un traité qui a été signé ou qui a été ratifié, mais qui n'est pas encore entré en vigueur. Songez à une directive pendant son délai de transposition. Ou bien, songez encore à une loi qui a été publiée, mais qui n'est pas encore entrée en vigueur, mais qui produit néanmoins un certain nombre d'effets juridiques. Et alors, dernière sous-catégorie du soft law périlégislatif, ce serait le hard law appliqué. Ici, on est en aval et non plus en amont de l'adoption d'une norme. Et Nicolas de Sadeler donne par exemple, comme exemple de ce hard law appliqué, les actes atypiques européens qui veillent à faciliter, voire à accélérer la mise en œuvre d'une réglementation contraignante, des actes atypiques qui ne sont pas juridiquement contraignants, mais qui produisent néanmoins un certain nombre d'effets juridiques. Ça, c'était la typologie. Alors, la plus-value de cette typologie, quelle est-elle ? Me relisant dans une première version, un collègue m'avait dit, en fait, ta typologie, ça ressemble un peu à un plan d'architecte d'un champ de ruines. Et je dois bien avouer qu'il n'avait pas totalement tort. Donc, si je dois répondre à la question de la plus-value, je pourrais vous dire, au terme de cette recherche, qu'elle a eu au moins le mérite de fournir un cadre commun aux différentes contributions, qui ont par ailleurs montré que dans une perspective avant tout descriptive et sur fond de pluralisme juridique, on gagnait par ailleurs à distinguer les différents instruments juridiques non contraignants en fonction de leur auteur, autorité publique ou acteur privé, et qu'on gagnait sans doute également à ménager un statut particulier aux instruments soft qui sont expressément reconnus par un ordre juridique considéré, comme par exemple les recommandations du droit européen. C'est un mérite, mais c'est un mérite qui est relativement peu ambitieux, je dirais. Alors, en aucun cas, et là il y a une certaine désillusion, en tous les cas le constat du fait que notre intuition n'était pas si géniale que ça au départ, Sébastien et moi, en aucun cas par contre, cet essai de rationalisation n'a permis d'esquisser un régime juridique propre à chacune des catégorisations proposées. C'était quand même ça notre idée au départ. Mais là, on doit bien reconnaître que si une pondération apparaît possible et même souhaitable, et semble parfois pratiquée, j'y reviendrai, ce n'est pas la sous-catégorie dont relève un soft instrumentum qui conduit à le reconnaître une fois pour toutes un poids ou une force normative déterminée. Et donc de ce point de vue, disons-le sans embâge, la typologie esquissée est décevante. En revanche, les différentes contributions qui ont travaillé la notion de soft law ont permis de mettre en évidence un autre enseignement, et c'est sur ce dernier enseignement que je voudrais à présent m'arrêter. Cet enseignement est le suivant, et renoue, si vous me suivez toujours, avec l'intitulé de mon exposé. Si le soft law contribue indéniablement à bousculer le modèle pyramidal auquel correspondent essentiellement les sources formelles dérivées pour le rapprocher de la figure du réseau, le modèle pyramidal façonne lui-même en retour, dans un va-et-vient d'influence réciproque, le réseau à la constitution duquel participe le soft law. Deux exemples pour illustrer mon propos. Premier exemple, qui montre que loin de se limiter à influencer ou même compléter le droit dur, le soft law reconfigure les sources traditionnelles qui s'y réfèrent, tout en étant en retour influencé par celle-ci, c'est la normalisation technique. Et il y a une excellente contribution de Delphine Misonne sur le sujet dans la recherche collective sur les sources du droit. On trouve dans le droit positif des règles qui se réfèrent à un acronyme accompagné de chiffres, comme ISO 14001, pour ne prendre qu'un exemple, à telle enseigne qu'on va devoir acheter la norme pour déchiffrer l'acronyme et les chiffres qui seuls sont repris dans la publication nationale ou européenne. Comme l'écrit Delphine Misonne, si nul n'est censé ignorer la loi, il faut dorénavant ouvrir sa bourse pour la connaître.
Alors chez nous, la section de législation du Conseil d'État, qui est donc le conseiller juridique des autorités publiques qui intervient en amont de l'adoption d'une norme, chez nous, la section de législation du Conseil d'État n'a de cesse de tirer la sonnette d'alarme par rapport à ce genre de pratique, qui consiste à ne pas publier dans son entièreté la norme qui est enregistrée par le droit positif. Mais il faut bien reconnaître que si elle sonne la sonnette d'alarme, la section de législation du Conseil d'État est peu entendue par les autorités publiques. Ça n'enlève rien, à mon sens, au rôle tout à fait essentiel que joue cette section de législation du Conseil d'État, comme garde-fou, si vous voulez, des garanties démocratiques face à des normativités concurrentes qui, à la différence de l'État qui est censé le servir, n'ont pas nécessairement en ligne de mire l'intérêt général. Alors, toujours dans sa contribution sur la normalisation technique, Delphine Misonne montre très bien également qu'à l'inverse du hard law au soft law, le déficit des instituts de normalisation en termes précisément de représentativité démocratique, contrastant avec l'importance des enjeux qui sont laissés aux mains de ces instituts, a conduit les instances européennes à les encadrer et à les contrôler, en induisant ce faisant, de la sorte, une transformation du processus décisionnel qui perd notamment en souplesse. D'où vous voyez cet incessant va-et-vient entre pyramide et réseau, entre hard law et soft law. Second exemple, pour illustrer cet incessant va-et-vient, et qui est destiné à montrer que la manière dont le soft law pénètre le hard law est lui-même influencé en retour. Autrement dit, le soft law ne ressort pas lui-même tout à fait indemne de cette pénétration. C'est lorsque le soft law sert de ressource interprétative en matière de droits fondamentaux. Et là, j'arrive véritablement au cœur de mon sujet. Vous connaissez certainement tous l'arrêt de principe de la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt d'Emir et Baccarat contre Turquie du 12 novembre 2008, qui fonde le recours par la Cour européenne des droits de l'homme à des sources externes et, en l'espèce, à un traité qui n'a pas été ratifié par l'État défendeur, recours à des sources externes pour interpréter le prescrit conventionnel. Ce n'est pas un scoop, je ne vous apprends rien en vous le disant. La Cour européenne des droits de l'homme recourt très fréquemment à des normes de soft law pour interpréter les dispositions conventionnelles dont elle assure le respect, qu'il s'agisse, on pourrait citer 1000 exemples, des recommandations du Conseil de l'Europe, des normes du CPT, du Comité pour la prévention contre la torture, des lignes directrices de la Commission de Venise, j'en passe, et des meilleures. Au point que dans leur contribution à l'ouvrage collectif sur les sources du droit revisité, Françoise Tulkens, qui est l'ancienne juge belge à la Cour européenne des droits de l'homme, et Sébastien Van Roggenbroek, qui en Belgique est l'un des meilleurs experts reconnus en matière de droits fondamentaux, concluent l'un et l'autre que parmi les sources externes susceptibles de peser sur l'interprétation conventionnelle, il n'y a pas lieu, il n'y a plus lieu de discriminer le soft par rapport au hard. Par contraste avec ce qu'on peut constater au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, par contraste, il faut bien reconnaître que l'ordre juridique belge, mais je pense qu'il n'en va pas fondamentalement différemment de l'ordre juridique français, l'ordre juridique belge se montre lui-même très peu réceptif à ces nouvelles normativités. Autrement dit, on a très peu de décisions jurisprudentielles qui, en droit belge, se réfèrent expressément à des normes de soft law pour interpréter les droits fondamentaux, qu'ils soient consacrés dans la Constitution belge ou dans les traités internationaux. Très peu de références, mais je peux quand même vous citer un arrêt tout récent qui date du 1er décembre 2016, dans laquelle, et c'est suffisamment rare pour être mentionné, la Cour constitutionnelle fait expressément référence, en l'occurrence, au recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, le Bureau international du travail, qui est donc le secrétariat permanent de l'Organisation internationale du travail. La Cour constitutionnelle y fait expressément référence, à la fois pour interpréter la portée de la liberté d'association, consacrée par l'article 27 de la Constitution belge,
et par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et elle y fait à nouveau référence, en citant intégralement un paragraphe entier de ce recueil, pour apprécier la proportionnalité de la mesure restrictive apportée à cette liberté d'association. C'est dans un arrêt du 1er décembre 2016, numéro 152-2016, mais je le redis, c'est relativement rare, c'est même très rare qu'on trouve de telles références explicitement dans la jurisprudence. La section de législation du Conseil d'État belge, qui donc intervient en amont dans le processus législatif, à titre préventif, est déjà, elle, plus réceptive aux normes de soft law. On trouve dans les avis de la section de législation du Conseil d'État certaines références, plus nombreuses que dans la jurisprudence, par exemple à la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux ou encore à la jurisprudence des organes de l'OIT. Alors, petit pas de côté pour une analyse plus sociologique au niveau des acteurs des sources du droit, la présence de Sébastien Van Ruggenbroek, je ne devrais peut-être pas dire ça devant une caméra, mais soit la présence de Sébastien Van Ruggenbroek comme assesseur à la section de législation du Conseil d'État n'est peut-être pas pour rien dans cette réception par la section de législation du Conseil d'État de certaines normes plus soft. Alors, pour ceux qui souhaiteraient avoir un aperçu plus vaste et plus précis que ce que je peux faire ici de la mesure dans laquelle l'ordre juridique belge réceptionne, même si très rarement, les normes de soft law, je me permets de vous renvoyer à des contributions que Sébastien et moi-même avons écrites dans 2 ouvrages, que je vous ai amenés également et que je vous laisserai. Le premier ouvrage, c'est le droit international et européen des droits de l'homme devant le juge national, qui est paru en 2014 sous la direction de Sébastien Van Ruggenbroek, et dans lequel on a précisément mesuré la réception des normes de soft law au sein de l'ordre juridique belge. Et le deuxième ouvrage, c'est un ouvrage qui est paru il y a 15 jours, qui est un ouvrage qui porte sur la Charte sociale européenne, droits sociaux et droits fondamentaux, qui a été réalisé dans le cadre du réseau académique sur la Charte sociale européenne, dont la section belge a été mise sur pied l'année passée, et qui a eu pour grand mérite de rassembler tous les spécialistes des droits sociaux, toute université belge confondue, autour d'une table à Saint-Louis, parce que c'est Sébastien qui était à nouveau la cheville ouvrière de cet ouvrage. Et dedans, aussi bien Sébastien Van Ruggenbroek avec Frédéric Krenk, que moi-même avec un référendaire de la Cour de cassation, Freek Lux, on a à nouveau revisité la question de la prise en compte du soft law par les organes belges. Alors oui, c'est en partie en néerlandais, hein, donc, mais nos contributions sont en français et il y en a un certain nombre en français. Alors, ça c'est pour l'état des lieux très sommaire de la mesure dans laquelle l'ordre juridique belge se montre réceptif aux normes de soft law. Et qui contraste, si vous me suivez toujours, avec la très grande ouverture de la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à ces mêmes normes de soft law. Face à ce constat, premier enseignement à en tirer, c'est que des raisons d'ordre purement pragmatique, pour le coup, devraient conduire les organes de contrôle internes à prêter davantage attention aux normes de soft law. Je m'explique. Compte tenu de l'autorité de choses à interpréter qui est reconnue aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, qui pour elle se montre largement réceptive aux normes de soft law pour interpréter le prescrit conventionnel, la position des organes de contrôle interne consistant à se montrer très réfractaire à la prise en compte du soft law ne nous semble pas tenable sur le long terme. Pour le dire très clairement, les juges belges pourraient se voir imposer par le haut ce qu'ils refusent encore à prendre en compte spontanément eux-mêmes par le bas. Et là, Sébastien et moi, on a un petit exemple qu'on aime beaucoup présenter. C'est une trilogie d'événements. Premier événement en 2005, la Cour constitutionnelle belge qui, dans un arrêt, balaye d'un revers de la main la prise en compte, dans le cadre du contrôle de conformité qu'elle est appelée à exercer, de directives du Code de bonne conduite en matière électorale qui avait été adopté par la Commission de Venise et qui enjoignait aux États de ne pas modifier les éléments essentiels de leur législation électorale 1 an avant les élections. La Cour constitutionnelle dit « c'est du soft ». Je ne veux pas le prendre en compte, même pour interpréter une norme de référence qui relève du hard law. 4 ans plus tard, la section de législation du Conseil d'État, elle, accepte de tenir compte de ces lignes directrices.
Et on trouve la mention dans cet avis du fait qu'il n'est pas rare que pareil texte non contraignant soit utilisé par la Cour européenne des droits de l'homme pour interpréter la Convention européenne des droits de l'homme. Et en effet, 3 ans plus tard, 2012, la Cour européenne des droits de l'homme va tenir compte de ce code de conduite de la Commission de Venise pour conclure à la violation de l'article 3 du protocole numéro 1 à la Convention européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Ekoglasnost contre Bulgarie. Ça montre bien qu'on risque fort de se voir imposer par le haut quelque chose qu'on refuse encore à prendre en compte. Cela dit, on peut comprendre que les juridictions nationales et plus largement les organes de contrôle nationaux hésitent encore à prendre en compte ce soft law. Premier obstacle qu'on identifie à la prise en compte du soft law, c'est son accessibilité qui est relativement malaisée. En droit belge, en tout cas, le soft law, la jurisprudence par exemple des comités onusiens ou du Comité européen des droits sociaux est encore très mal véhiculée auprès des magistrats notamment. Elle est très mal relayée par l'État belge. On peut penser que la mise sur pied d'un institut national des droits de l'homme, qui chez nous n'a pas encore vu le jour pour des raisons à la fois budgétaires et institutionnelles, puisse favoriser éventuellement la prise en compte du soft law international des droits de l'homme au niveau national. Deuxième et principal obstacle à la prise en compte du soft law, c'est que cette prise en compte soulève d'importantes questions en termes de méthodologie et de légitimité, en ce compris dans la jurisprudence de la Cour, comme l'ont admirablement montré Sébastien van Roggenbroek et François Stulkens dans leur contribution dans l'ouvrage collectif sur les sources du droit revisité. Et je précise que Sébastien a réactualisé cette contribution l'année dernière dans le cadre d'un colloque qui s'est tenu à Grenoble. La Cour s'abreuve largement aux sources externes soft, dans le cadre des interprétations évolutives et consensuelles auxquelles elle se livre, mais elle ne leur confère pas à toutes, ni en tout temps, le même poids. Pour ne prendre qu'un exemple, les normes du CPT ont un poids qui varie en fonction des affaires que la Cour est amenée à trancher. Je vous renvoie à cet égard à la contribution de Damien Scalia dans l'ouvrage collectif. Ce qui conduit à un premier constat. Le soft law est empreint de gradualité et donc d'une certaine idée de hiérarchie, avec la particularité, toutefois, qu'une source soft ne se voit pas attribuer, une fois pour toutes, un même degré de force normative. Un second constat doit cependant immédiatement être dressé. À défaut de s'en expliquer clairement, il n'est pas évident de savoir quels sont les critères objectifs qui président à l'établissement du poids des sources de soft law. La pratique de la Cour en la matière se heurte, disons-le très clairement, à des carences méthodologiques qui n'ont pas échappé à la meilleure doctrine. Cette même doctrine a tenté d'identifier un certain nombre de paramètres susceptibles d'influencer le poids relatif d'une source externe considérée et sa prétention, du coup, à exprimer un consensus européen. On peut penser, par exemple, que le poids d'un instrument soft serait fonction de son auteur. Si l'auteur s'identifie à un organe qui assume la représentation politique de l'ensemble des États concernés, la source de soft law aura un poids plus fort que si elle émane d'un organe d'experts, voire d'acteurs collectifs privés. Le poids d'une source soft peut varier également en fonction de l'adhésion qu'elle a suscitée, unanimité ou simple majorité, en fonction de considérations géographiques, restons au sein du Conseil de l'Europe, ou à une échelle plus large où la voix du Conseil de l'Europe est davantage diluée. Des critères d'ordre temporel sont également de nature à faire varier le poids d'un instrument soft. Je veux dire par là qu'un instrument plus récent aura sans doute plus de poids qu'un instrument plus ancien. Alors, au-delà de la légitimité intrinsèque d'un instrument de soft law et de la fonction qu'il poursuit ou qu'on lui assigne, sa force normative est également susceptible de varier en fonction de l'auteur de sa reconnaissance. Juridiction internationale ou nationale, juge ou magistrature d'influence, commission de sages ou doctrine, doctrine unanime ou seulement majoritaire. À cet égard, je permets de signaler une thèse de doctorat qui va être défendue incessamment sous peu, de Thea Stas, sous la codirection précisément de Sébastien van Roggenbroek et Isabelle Rorive du Centre Perelman, et qui porte précisément sur l'utilisation des sources externes par la Cour européenne des droits de l'homme.
Une chose nous semble donc certaine, si l'on veut favoriser une prise en compte du soft law par les juridictions nationales et plus largement au sein des ordres juridiques internes, la Cour strasbourgeoise gagnerait à élaborer et à expliciter la méthodologie en matière de soft law, autrement dit à expliciter le raisonnement qui l'a conduit à conférer un poids déterminant à l'un ou l'autre instrument de soft law plutôt qu'à un autre. Et il en va d'autant plus ainsi qu'en convoquant le soft law, la Cour met dans certains cas à mal le consentement des États. Ainsi, dans son arrêt Demir et Baccarat, auquel je faisais allusion au début de l'exposé, la Cour a notamment pris en compte le consensus qui lui semblait émerger de la pratique des États membres du Conseil de l'Europe relativement aux articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne pour interpréter la liberté d'association garantie par l'article 11 de la Convention. Mais ce faisant, elle ne s'est pas souciée du fait que l'État défendeur, la Turquie en l'occurrence, n'avait pas ratifié les articles 5 et 6 de la Charte, et ce conformément au système d'engagement à la carte qui est expressément ouvert par la Charte sociale européenne. Dans le texte que j'ai coécrit cet été avec Hugues Dumont sur la souveraineté et les droits fondamentaux, nous ne condamnons pas radicalement ce type de décision qui, bien sûr, a le mérite de profiter in casu aux droits concrets et effectifs garantis par la Convention, puisque, in fine, la Cour conclut à la violation de l'article 11. En revanche, nous pensons et nous insistons, Hugues et moi, sur le fait que ce type de jurisprudence extrêmement audacieuse appelle tout particulièrement un régime juridique approprié pour structurer un véritable dialogue entre la Cour européenne des droits de l'homme et l'État, légitimement surpris par ce qu'il pourrait percevoir comme une atteinte frontale à sa volonté. Trois espèces de dialogue nous paraissent devoir être développées à cet égard. Premier type de dialogue, je ne m'y attarde pas parce que c'est un dialogue classique qu'on n'a fait que revisiter dans le cadre de notre contribution, c'est un dialogue purement judiciaire de juge à juge. Et si on l'a révisité, c'est pour montrer que les États avaient néanmoins dans ce cadre une faculté relative de résistance en interne et qu'en retour, la Cour européenne des droits de l'homme avait une obligation de motivation accrue attendue de sa part. Deuxième type de dialogue, il consiste dans la prise en compte par le juge international, au moins par la modulation de la marge nationale d'appréciation, des délibérations politiques qui ont pu avoir lieu en amont de sa décision dans un parlement national ou régional. Et ici, je pense tout particulièrement à la jurisprudence Animal Defenders contre Royaume-Uni du 22 avril 2013, où la Cour européenne des droits de l'homme se montre particulièrement réceptive et attentive aux débats parlementaires qui ont eu lieu au sein de l'État défendeur. Cette jurisprudence, qui en Belgique en tout cas est encore trop peu exploitée à notre sens, a pour elle de très bien montrer, de très bien mettre en lumière les liens insécables qui, à notre avis, doivent unir les droits de l'homme à la démocratie. L'identification des droits de l'homme, la détermination de leur contenu, de leur portée, de leurs limites et de leur compatibilité requièrent des délibérations démocratiques qui doivent avoir lieu, même si c'est en partie une fiction, au sein des enceintes parlementaires nationales. Troisième type de dialogue, et j'arrive au bout, ne vous inquiétez pas, ce sont des dialogues qui devraient être menés en aval d'une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Et cette fois-ci, on a revisité avec Hugues une idée qu'on avait déjà débattue il y a une dizaine d'années dans une contribution commune et qui consistait à plaider pour un dialogue entre, d'une part, la Cour européenne des droits de l'homme et, d'autre part, le délégué d'une commission nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, composée de manière pluraliste, et qui devrait pouvoir réagir aux jurisprudences les plus constructives de la Cour européenne des droits de l'homme par l'expression d'une opinion argumentée sur leur légitimité. En somme, et pour vous résumer notre pensée, sans être opposé à un certain décloisonnement des sources, en y étant même très favorable, il nous semble dangereux, à Hugues et moi en tout cas, pour les démocraties, de laisser des juges internationaux qui n'ont aucune autre légitimité que celle de leur expertise faire fi des frontières qui séparent les ordres juridiques des différents systèmes de protection et des exigences de rigueur méthodologique inhérentes à chacun de ces ordres juridiques,
pour les motifs que seul compterait l'unité du genre humain et le caractère universel des droits et libertés garantis par le régime international des droits de l'homme. Pour le dire autrement, nous ne souscrivons pas, Hugues et moi, à une conception exclusive de l'exercice de la souveraineté, qui consisterait à se prémunir le plus largement possible de la pénétration du droit international des droits de l'homme dans les affaires nationales au profit de la défense des seuls intérêts nationaux, mais il nous paraît tout aussi dangereux, à la fois pour l'effectivité des droits fondamentaux et leur légitimation démocratique, de s'accommoder d'une dilution des souverainetés. D'où la notion de souveraineté inclusive que nous développons dans notre article commun. Pour renouer avec mon fil conducteur et pour boucler la boucle, il me semble que plus que jamais, la motivation, la justification des décisions au niveau, pour reprendre mon exemple, de la Cour européenne des droits de l'homme, est requise. Pour le dire de manière simple, si le soft law fonctionne par sa force de conviction, au juge qui le retient de convaincre de la légitimité de son invocation. Et cette motivation devrait elle-même se prêter au jeu d'un dialogue constructif, lui-même pluriel. Moyennant quoi, moyennant ces dispositifs, peut-être que les ordres juridiques nationaux pourraient se montrer plus enclins à considérer le soft law. En guise de conclusion, il me paraît quasi impossible de ne pas rendre compte, d'une manière ou d'une autre, du soft law dans une théorie des sources. Du soft law qui se meut donc dans la zone grise entre droit et non-droit, ou en tout cas de ne pas rendre compte de certaines des manifestations du soft law. Il est évident à cet égard que la question de savoir s'il convient de ménager une place en tout ou partie des instruments de soft law dans la théorie des sources du droit est intimement liée à la conception du droit qu'on défend. C'est une question que dans la recherche collective sur les sources du droit, on n'a pas explicité comme telle. Autrement dit, on n'a pas cherché à placer le curseur entre les manifestations qualifiées de soft law qui relèvent d'un discours strictement juridique par rapport à celles qui s'apparenteraient davantage à un discours de type politique. On n'a pas cherché à rencontrer explicitement cette question parce qu'on a voulu se concentrer davantage sur les effets produits par ce donné sur les règles juridiques contraignantes et inversement. L'histoire collective continue cependant à s'écrire, puisque dans un ouvrage qui est paru cet été, François Host a poursuivi l'aventure en s'attaquant à la question de savoir à quoi sert le droit et en tentant donc de débusquer, si vous voulez, l'ADN du droit. Et, dans le Liber Amicorum qu'on est en train de lui préparer, il y aura certainement, je ne vais pas en dire plus maintenant, un certain nombre de contributions d'auteurs qui eux-mêmes continueront à écrire l'histoire, un peu à la manière d'un roman à la chaîne, comme dirait Dworkin. Je vous remercie.